J'ai vu le camion avant de les voir eux. Un camion U-Haul blanc, moteur encore en marche, garé à moitié sur le trottoir comme si quelqu'un était pressé. L'arrière était grand ouvert, des morceaux de lit de bébé empilés contre des cartons étiquetés « chambre de bébé ». À côté, une berline argentée familière, la voiture de mes parents. Puis, la Honda Bosley du petit ami de Chase. Je ne suis pas sorti de la mienne. Je suis juste resté assise là, les deux mains encore sur le volant. Je pouvais voir ma mère, Carole, faire les 100 pas près de l'entrée de mon immeuble. Elle était au téléphone avec quelqu'un, hochant la tête avec trop d'insistance. J'ai entrouvert la fenêtre. Oui, le serrurier devrait être là d'une minute à l'autre, disait-elle. Ma fille nous a donné la permission, mais elle a oublié de laisser la clé. Ma fille? Elle ne parlait pas de Kayla. Je suis sorti lentement, j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai composé le 911 avec des doigts fermes. La répartitrice a demandé s'il y avait une urgence. J'ai répondu « oui ». Je m'appelle Nathalie Blake. J'habite au 1447 avenue Ellsworth, et il y a des gens qui essaient d'entrer par effraction dans mon appartement. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis plus de 2 semaines. À l'intérieur du camion, j'ai reconnu un fauteuil à bascule que je n'avais pas vu depuis que Kayla avait emménagé avec Chase. Une boîte de biberons, un parc pour bébés plié. Je n'avais dit à personne que je serais absente aujourd'hui. Il l'avait juste supposé. Je suis resté là, dans le froid, à regarder ma famille déballer mon avenir sans me le demander. Et tout ce à quoi je pouvais penser était, quand ont-ils décidé que mon foyer était à leur disposition? Parce que ceci n'était pas seulement une question de chambre de bébé. Ça avait commencé bien avant. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que j'étais en train de céder. J'ai acheté mon appartement il y a 2 ans. Il n'est pas grand, pas accent Graveleuil, mais chaque mètre carré porte ma signature parce que je l'ai gagné à la dure. Après l'université, j'ai vécu dans un studio au-dessus d'un pressing. Les murs transpiraient en été et gelaient en hiver. Je gardais mes provisions dans un mini-réfrigérateur et mes vêtements dans des bacs sous le lit. Le loyer était bas, et c'était le but. Je travaillais dans une agence de marketing le jour et je prenais des contrats de rédaction en freelance le soir. Je renonçais au dîner au restaurant. Je renonçais aux vacances. J'ai dit non aux voyages entre filles, aux anniversaires et aux week-ends à l'extérieur. Je mangeais de la soupe en conserve et des flocons d'avoine. J'envoyais mon salaire à temps plein sur mon compte épargne et je vivais des miettes de mes petits boulots. Quand j'ai atteint ma 7e année, j'avais assez pour un acompte. J'ai pleuré en signant les papiers de l'hypothèque non pas parce que j'avais peur, mais parce que c'était comme si, pour la première fois de ma vie d'adulte, quelque chose m'appartenait enfin. C'est un 3 pièces dans un quartier calme de la ville. Rien d'extravagant, juste des murs en briques, des fenêtres orientées au nord et un minuscule balcon qui prend bien le soleil au printemps. J'ai transformé la 2e chambre en bureau à domicile. Je travaille en mode hybride 3 jours à distance, 2 au bureau et 7 pièces m'a permis de garder la raison pendant l'épuisement professionnel de la pandémie et les licenciements budgétaires. Mes parents, Carole et Franck, sont venus le voir une fois. Carole l'a traversé comme si elle faisait un inventaire. Franck a tapoté les murs et a dit « des murs solides ». Puis ils n'ont pas dit grand-chose. Pas de félicitations, pas de véritable réaction. Ils m'ont dit plus tard qu'ils pensaient que je me précipitais dans la propriété. Mais je n'ai pas acheté cet endroit pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai acheté parce que j'en avais assez de devoir demander la permission juste pour me sentir en sécurité. Chaque centimètre m'appartenait, la trace de café sur la table de nuit, la rayure terne là où ma chaise de bureau a usé le sol. Même l'odeur de nettoyant au pain et de lavande sentait comme moi. C'est ça qu'ils ont essayé de prendre. Pas seulement un espace, mais la seule chose dans ma vie que je n'avais pas à justifier de garder. Ma sœur, Kayla, et moi avons grandi dans la même maison, mais je n'ai jamais eu l'impression que nous avions grandi dans la même famille. Elle a toujours été la plus douce, cheveux bouclés, dramatique et infiniment adorée. J'étais plus silencieuse, plus anguleuse sur les bords. Je faisais mes devoirs. Je me souvenais de nourrir le chien. Je préparais mon propre déjeuner dès la 5e année. Kayla a oublié ses chaussures pour aller à l'école une fois, et on les lui a apportées enveloppées dans une serviette comme si elle était Cendrillon. Ce n'était pas flagrant, pas au début, juste de petites choses qui s'additionnaient. Kayla a eu la plus grande chambre, j'ai eu ses meubles d'occasion. Si nous nous disputions, on me disait d'être la plus mature. Si elle pleurait, on me disait de lui donner ce qu'elle voulait,
juste pour cette fois. J'ai appris très tôt que si je restais utile, j'éviterais les ennuis. Au lycée, le fossé s'était creusé. Je postulais pour des bourses d'études pendant que Kayla sortait en douce avec des garçons qui ne restaient jamais longtemps. Elle a abandonné l'université à son premier semestre, a réessayé un an plus tard et est partie avant les examens de mi-session. Elle a travaillé dans une douzaine d'endroits, des cafés, des boutiques, un studio de yoga qu'elle n'aimait même pas. Rien n'a tenu, mais elle retombait toujours sur ses pattes. Nos parents, surtout Carole, avaient une façon de présenter les choses. Elle se cherche, c'est tout. Elle est créative. Le monde n'est pas fait pour les filles comme elle. Et c'était peut-être vrai. Mais ça n'a pas arrêté le schéma. Chaque fois que quelque chose s'effondrait, il la rattrapait, et moi, je continuais à travailler. Quand Kayla a annoncé qu'elle était enceinte, personne n'a sourcillé. Elle en était à 10 semaines, se montrant à peine, mais Carole s'est illuminée comme si elle avait gagné au loto. Franck a porté un toast au dîner. À de nouveaux départs. Tché s'était assis à côté d'elle, ne disant rien, l'air fier comme s'il venait de résoudre des mots croisés. Ils étaient ravis. Leur premier petit enfant, leur seconde chance. Kayla rayonnait. Je lui ai offert une paire de chaussettes de nouveau-né enveloppées dans du papier de soie. Elle a dit « mignon » et est passée à autre chose. J'ai souri, je souris toujours, mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose bouger, quelque chose de petit et de pointu, comme le premier craquement d'une couture quand un tissu a été tendu trop fort, trop longtemps. C'est arrivé un dimanche. Nous étions assis à la table du dîner chez mes parents. Kayla parlait de ses nausées matinales comme si c'était une médaille d'honneur. Chase, son petit ami, a dit quelque chose de vague sur son groupe qui pourrait avoir un concert local. Carole a apporté de la tarte. Puis, juste au moment où j'attrapais mon café, Carole m'a regardé et a dit « Il faut qu'on parle de ton appartement ». Je pensais qu'elle parlait de l'emplacement, peut-être qu'elle posait des questions sur le quartier ou s'il y avait du bruit la nuit. Mais non, elle parlait de l'appartement lui-même. C'est un super espace, a-t-elle dit. Agencement parfait, beaucoup de lumière, et c'est près du parc. Franck a hoché la tête comme si c'était un argumentaire commercial. Les bébés ont besoin d'espace. Une chambre pour le bébé. Tu n'es qu'une seule personne, Nat. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de 2 chambres. J'ai cligné des yeux. J'ai besoin de 2 chambres, ai-je dit. L'une est mon bureau. Carole a souri comme si elle ne m'avait pas entendu. Kayla et Chase sont vraiment à l'étroit. Ce petit 2 pièces ne conviendra pas une fois que le bébé sera là. Chase a continué de manger. Kayla était silencieuse, se frottant le ventre comme si cela signifiait plus que ce que 10 semaines devraient signifier. Vous voulez que je les laisse emménager, ai-je demandé. Ils n'ont pas sourcillé. Franck a haussé les épaules. C'est tout simplement logique. Tu peux trouver quelque chose de plus petit. Tu économiserais même sur les frais mensuels. Pas le louer, ai-je clarifié. Le donner. La famille, ça s'entraide, a dit Carole. Et un jour, quand tu auras des enfants, Kayla t'aidera. Kayla a souri, un sourire doux et fermé. Elle n'a pas offert un mot de remerciement, me regardant simplement comme si l'issue avait déjà été décidée. J'ai posé mon café. Non. Pas fort, pas en colère, juste solide. C'est à ce moment-là que les yeux de Carole se sont embués. Je pensais juste, avec tout ce que ta sœur traverse. Franck a ajouté, il ne s'agit pas de la propriété, il s'agit des gens. Puis Kayla a prononcé ses premiers mots de toute la soirée. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être des fourmis. Je me suis levé et je suis sorti. Les textos ont commencé cette nuit-là, des articles sur les valeurs familiales, des infographies sur l'occupation unique par rapport à la vie de famille, un tableur, sans blague, de Franck expliquant la superficie optimale par personne. Puis les appels téléphoniques de Carole, de Diane, ma tante, de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Chaque message portait le même sous-entendu, j'étais égoïste. Je mettais une femme enceinte à la rue. Je laissais tomber la famille. Et personne, pas un seul, n'a demandé pourquoi j'avais dit non. Le truc avec ma famille, c'est qu'ils ne crient pas. Ils donnent des petits coups de coude. Ils insinuent. Ils vous couvrent de culpabilité si doucement que l'on croirait à de l'amour. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu un problème à résoudre.
Carole m'envoyait des textos quotidiens, des citations sur la sororité, des vidéos de bébés qui gloussent, une photo du ventre de Kayla qui, franchement, ressemblait à du ballonnement. Elle est radieuse, a-t-elle écrit. Ce bébé a besoin de racines. Franck m'a envoyé par courriel une analyse des coûts. Elle montrait combien je pourrais économiser si je déménageais dans un studio à l'autre bout de la ville. Il l'avait codé par couleur, étiquetant une cellule et récit émotionnel. Kayla a posté sur Facebook. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. Il faut tout un village. Reconnaissante envers ceux qui comprennent. Je n'ai pas répondu, mais Diane l'a fait. Ainsi que 3 cousins. Les commentaires se sont transformés en une chaîne de piques à peine voilée à mon encontre. Les enfants vous montrent qui est vraiment généreux. Certains oublient qui les a tenus dans leurs bras pendant la grippe à 5 ans. J'ai commencé à redouter mon téléphone. Chaque notification ressemblait à un tir de sommation. J'ai essayé d'expliquer que Kayla n'était pas sans abri, qu'elle vivait avec son petit ami dans un appartement fonctionnel, que je travaillais de la maison, que mon hypothèque n'était pas quelque chose que je pouvais simplement rompre. Personne ne l'a entendu. Ou peut-être que si, mais ils avaient déjà écrit l'histoire dans leur tête. Et dans cette version, j'étais la méchante. Ce qui m'a le plus blessé n'était pas la pression, c'était la supposition que je pouvais être sacrifié sans qu'on me le demande. Ils n'ont pas proposé de laisser Kayla rester avec eux. Ils n'ont pas suggéré un prêt ou de l'aide pour trouver une location plus grande. C'était toujours mon appartement, mon espace, ma vie qui devait s'écarter parce que je trouvais toujours une solution. Je disais toujours oui. J'étais la personne fiable, la forte, celle qui faisait en sorte que les choses fonctionnent pendant que Kayla s'effilochait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander, être fiable n'était-ce pas simplement une autre façon d'être jetable? J'ai tout apporté, chaque capture d'écran, chaque message vocal en thérapie. Ma thérapeute m'a regardé et a dit, vous avez le droit de vouloir une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Cette phrase est restée dans ma poitrine pendant des jours. Parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu, vraiment, un espace qui ne venait pas avec des conditions, une vie qui ne nécessitait pas de permission. J'ai pensé que si nous parlions en personne, cela aiderait. Alors, j'ai invité tout le monde, Carole, Franck, Kayla et Chase chez moi pour déjeuner ce samedi-là. Je voulais que ce soit calme, en terrain neutre. J'ai même fait une salade de pâtes d'après la recette de ma mère, pensant que cela pourrait adoucir les choses. Ils sont arrivés 45 minutes en avance. J'étais encore en train de hacher le basilic quand j'ai entendu ma porte d'entrée se déverrouiller. Ma mère avait encore un double des clés de l'époque où j'ai emménagé. Je n'ai jamais pensé à le reprendre. Cela allait changer. Carole est entrée comme si elle n'était jamais partie. Franck a suivi, tenant une sacoche d'ordinateur portable. Puis Kayla, se frottant à nouveau le ventre. Puis Chase. Puis, surprise, ma tante Diane et son mari, Michael. Je ne les avais pas invités. J'ai demandé ce qu'ils faisaient là, et Carole a dit, nous pensions que ce serait bien d'avoir de la famille présente, juste pour que les choses restent constructives. Chase s'est affalé sur mon canapé et a pris ma manette de PS5 comme si elle lui appartenait. Kayla a commencé à parcourir l'appartement lentement, comme un agent immobilier inspectant un nouveau bien. Je n'ai rien dit. Pas encore. Franck a ouvert son ordinateur portable à la table de la salle à manger. J'ai préparé une courte présentation, juste quelques réflexions sur l'utilisation de l'espace. Vous trouverez la logique assez solide. Carole a commencé à réorganiser mon étagère à épices. J'ai dit à tout le monde de s'asseoir, mais Diane m'a devancé. Nathalie, nous sommes ici parce que nous t'aimons, et parce que la famille signifie parfois faire des choses qui ne sont pas faciles. Puis sont venus les discours. Franck a parlé de sacrifice. Diane de la façon dont sa génération comprenait le devoir. Kayla a parlé de ses nausées matinales. Chase a mentionné que son groupe pourrait avoir besoin d'un garage pour répéter. Mon immeuble n'a pas de garage. J'ai attendu. J'ai écouté. Et quand ce fut mon tour, j'ai parlé doucement. J'ai dit que je comprenais leurs préoccupations. Que je n'étais pas sans cœur. Que j'aimais ma sœur. Mais que cet appartement était le mien, pas une ressource communautaire. J'ai proposé d'aider Kayla à chercher un nouvel endroit. J'ai même dit que je contribuerais à une caution jusqu'à $1000. Kayla s'est levée. J'ai juste besoin de voir quelque chose, a-t-elle dit et elle est allée directement dans ma chambre. Je l'ai suivie.
Elle était dans mon placard avec la lampe de poche de son téléphone, balayant les murs. Ce serait parfait pour la chambre du bébé, a-t-elle dit. Le placard est assez grand pour une table allongée. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé. Je planifie juste à l'avance. Maman a dit que tu finirais par accepter. De retour au bureau, Carole mesurait le mur avec un mètre ruban. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une discussion. Ça ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures. Cela semblait ridicule, comme une réaction excessive, mais je ne pouvais pas me défaire de l'image de ma mère avec un mètre ruban dans mon bureau et de Kayla dans mon placard, traçant les plans d'un avenir dont il ne m'avait jamais demandé si j'en faisais partie. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne le fut pas. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Kayla avec un tableau Pinterest intitulé « Idée de chambre de bébé pour l'appartement de Nathalie ». Il y avait 47 épingles, des nuanciers, des options de lit de bébé, un fauteuil à bascule qui coûtait plus cher que mon ancien loyer. La légende disait, tellement excité. Le lendemain matin, Carole a appelé, en sanglots. Elle avait essayé de faire entrer le décorateur et avait été humiliée quand le serrurier l'avait renvoyé. Pourquoi rends-tu les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent, a-t-elle dit. Le même après-midi, le gérant de mon immeuble a appelé. Quelqu'un, il n'a pas voulu dire qui, mais nous savions toutes les deux, avait essayé d'ajouter Kayla et Chase à mon bail. Lorsqu'on leur a dit que seul moi pouvais faire ce changement, ils ont posé des questions sur les politiques de transfert familial. Il n'y en avait pas. Le jour suivant, ma caméra de sécurité a sonné. 2 silhouettes à ma porte d'entrée. L'une était Kayla. L'autre était une femme en tenue de ville, tenant un porte-bloc. Elles ont essayé plusieurs clés pendant près de 10 minutes avant d'abandonner. Cette nuit-là, la conversation de groupe familial s'est enflammée. Carole, Nathalie a refusé de laisser entrer le décorateur de la chambre de bébé. Elle a gaspillé $200. Kayla, quelle tante tu as fini par être? Franck, ta mère n'a pas arrêté de pleurer. Heureuse maintenant? D'autres commentaires ont suivi, certains de cousins que je connaissais à peine, d'autres de parents qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Tous portaient le même message, j'étais la raison pour laquelle la famille s'effondrait. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués. Kayla avait créé un événement public sur Facebook et aidé Kayla à emménager dans sa nouvelle maison. L'emplacement, mon adresse. 23 personnes avaient répondu présentes. J'ai commenté, c'est mon appartement. Kayla n'habite pas ici et n'emménagera pas. L'événement a été supprimé en moins d'1 heure, mais pas avant que des captures d'écran ne soient partagées dans le groupe de discussion avec des légendes comme « cruauté documentée » et « imaginez faire ça à votre propre sœur ». J'avais toujours su qu'il me sous-estimait. Maintenant, je commençais à comprendre à quel point. 3 semaines plus tard, les choses se sont calmées. Trop calmées. Pas de textos, pas d'appels, pas de nouvelles guerres de groupe. Je me suis laissé croire, un instant, qu'il reculait peut-être. Ce n'était pas le cas. Ce jeudi-là, alors que j'étais au bureau en ville, mon vrai bureau, pas celui de mon appartement, j'ai reçu un texto de mon voisin, Kevin. Salut, tout va bien? Il y a un camion de déménagement dehors. Je pensais que tu partais en vacances. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert l'application de mes caméras de sécurité, et c'était là, clair comme le jour. Un U-Haul garé devant. La voiture de Carole sur la place visiteur. La Honda de Kayla derrière. L'arrière du camion, déjà ouvert, rempli de cartons étiquetés, vêtements de bébé, chambre de bébé, et livres, Chase. J'ai quitté le travail sans rien dire à personne. Ces 20 minutes de route ont semblé des heures. Quand je suis arrivé, j'ai vu le lit de bébé de l'ancien appartement de Kayla, une pile de boîtes de couches, le fauteuil à bascule à nouveau. Mon nom était toujours sur la porte, mais il se préparait à l'effacer. J'ai couru vers l'immeuble, le cœur battant. La porte était verrouillée, Dieu merci, mais j'ai entendu des voix dans le couloir. Je me suis plaqué contre le mur et j'ai écouté. Carole était au téléphone. Oui, le serrurier devrait être là d'une minute à l'autre. Ma fille devait laisser la clé, mais elle a oublié. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone et j'ai composé le 911. Quand le serrurier est arrivé, il avait l'air confus. Franck lui a tendu de l'argent. Chase se tenait à proximité, faisant défiler son téléphone comme si tout cela était normal. Je suis sorti avant qu'il ne puisse toucher la serrure.
Ne faites pas ça. Je suis la propriétaire. Ces personnes n'ont pas la permission d'entrer. Le visage de Carole s'est illuminé. Timing parfait. Nous étions juste en train de... Non. J'ai appelé la police. Vous violez une propriété privée. Kayla a commencé à pleurer immédiatement. Comment peux-tu faire ça à ta sœur enceinte? Chase, sans lever les yeux, mec, on a loué le camion que jusqu'à 16 heures. Le serrurier a reculé. Je ne me mêle pas d'une histoire de famille, a-t-il marmonné et il est parti juste au moment où la police arrivait. J'ai montré au policier ma carte d'identité, mon bail, la mise en demeure que j'avais envoyée et les enregistrements vidéo. Mes parents ont essayé de faire passer ça pour un malentendu. Les policiers n'ont pas marché. Puis est venue la meilleure partie. L'un des deux hommes qu'ils avaient amenés et des types que je ne reconnaissais pas est devenu nerveux lorsque les policiers ont demandé une pièce d'identité. Il s'est avéré qu'il avait un mandat d'arrêt pour pension alimentaire impayée. Il a été arrêté sur le champ. L'autre homme a admis qu'il était un spécialiste de la relocalisation de locataires, en d'autres termes, quelqu'un qu'ils avaient engagé pour me faire déménager si je résistais. Il est parti avant que quiconque puisse parler. Les policiers ont émis un avertissement officiel d'intrusion. Toute tentative ultérieure d'entrer dans cette propriété, a dit l'un d'eux, entraînera une arrestation. Et pourtant, Frank s'est tourné vers moi et a dit, tout ça pour un appartement. Non. Tout ça parce que vous pensiez que je ne me défendrais pas. Le lendemain matin, j'ai vérifié ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe de mes parents. À l'intérieur se trouvait un contrat de location daté de 3 semaines plus tôt, stipulant que je louerais mon appartement à Kayla pour $500 par mois, déjà signé par Kayla, avec Carole et Frank comme témoins. Il y avait une note, Nathalie, nous avons pensé que ce serait juste. Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de convenable. Maman et papa. J'ai appelé mon avocat. Nous avons déposé une mise en demeure contre 3. J'ai également demandé une ordonnance restrictive et j'ai fait en sorte que l'immeuble leur interdise formellement l'accès. J'ai changé mes contacts d'urgence au travail, je les ai retirés de mes informations bancaires et de mes bénéficiaires d'assurance. Puis j'ai bloqué leur numéro, sauf par les voies légales. La conversation de groupe familial a explosé. Diane m'a traité de cruel. Mon cousin Marc a texté, « Ouah, l'argent change vraiment les gens. » Mon oncle Glenn a ajouté, « Tes grands-parents auraient honte. » Carole a envoyé un dernier message, « Je n'ai plus de fille. » Frank a ajouté, « Tout ça pour un appartement. J'espère que tu aimeras vivre seul pour toujours. » Seule une voix s'est fait entendre discrètement. Rachel, ma cousine, m'a envoyé un message privé. J'ai vu la vidéo. Ils sont complètement fous. Tiens bon. J'ai posté la vidéo sur mon propre Facebook. Sans légende, juste la vérité brute. Dans les jours qui ont suivi, le harcèlement a pris une autre ampleur. Quelqu'un a envoyé 5 commandes de nourriture que je n'ai jamais passées. Mon numéro est apparu sur une annonce Craigslist offrant une PS5 gratuite. J'ai commencé à recevoir des dizaines de newsletters indésirables. 3 serruriers ont appelé au sujet d'une demande de dépannage que je n'avais pas soumise. Puis est arrivée la poursuite en justice. J'ai reçu une lettre recommandée de leur avocat. Ma famille me poursuivait pour détresse émotionnelle, rupture de contrat verbal, expulsion illégale, dommages et intérêts pour la location du camion de déménagement et les frais de stockage. Ils voulaient $15 000 et l'appartement. Mon avocat a ri en la lisant. Vraiment ri. Il a déposé une contre-poursuite pour tentative de fraude, harcèlement, entrée illégale et diffamation. Puis la phase de communication des preuves a commencé, et c'est là que tout a éclaté. Des textos entre Kayla et la mère de Chase, obtenus par subpoena dans le cadre de l'accusation de fraude, ont révélé leur plan complet, emménager. Me laisser continuer à payer l'hypothèque. Arrêter de payer quoi que ce soit une fois le bébé arrivé. Prétendre que je ne pouvais pas expulser une famille avec un enfant. Finalement, s'emparer complètement de l'appartement. Kayla a même écrit, une fois qu'on y est depuis 1 an, le droit des squatteurs s'applique. Nous avons vérifié. Ils n'avaient pas bien vérifié. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans notre État. Le procès n'a pas duré longtemps. 3 semaines après le dépôt, il a été rejeté. Le juge l'a qualifié de « sans fondement » et un abus manifeste du temps du tribunal. Leur propre avocat, un pauvre homme qui espérait probablement une retraite tranquille, s'est excusé auprès du mien dans le couloir. Il avait déconseillé le procès,
mais Carole et Franck étaient déterminés à être entendus. Simplement pas de la manière qu'ils voulaient. Ma contre-poursuite a avancé. Nous avions les textos, les enregistrements de sécurité, le contrat de location falsifié. Nous avions les déclarations de la mère de Chase et la chronologie pour correspondre. Le harcèlement était clair, les appels, les messages, les livraisons de nourriture, les serruriers. L'intrusion a été retenue, même s'il n'était pas techniquement entré par effraction. La fraude. C'était le joyau de la couronne. Kayla a eu 18 mois de probation et 100 heures de travaux d'intérêt général. Carole et Franck ont reçu 12 mois chacun pour complot. Le tribunal leur a ordonné de payer 7 500 $ de dommages et intérêts et de couvrir tous les frais de justice. Ils ont eu 6 mois pour payer. Je n'ai pas posté le verdict. Je n'ai pas envoyé de message au groupe de discussion. Je n'ai pas appelé Rachel pour célébrer. Je suis juste rentré chez moi. Rachel m'a dit plus tard que Diane avait supprimé tous ses messages sur Facebook. Oncle Glenn a cessé de répondre aux appels de Carole. Quelques cousins ont discrètement retiré Kayla de leurs amis. Je m'en fichais. Je ne comptais plus les camps. Kayla a donné naissance à une fille 2 mois plus tard. Je l'ai appris par Rachel. Je n'ai pas vu le bébé. Je n'ai pas l'intention de le voir. Peut-être que cela fait de moi une personne cruelle. Peut-être pas. Mais j'ai cessé de vivre dans la maison des « peut-être ». J'ai eu une promotion. Il s'avère que lorsqu'on ne combat pas un coup d'état familial, on dort mieux, on travaille mieux, on se sent mieux. J'ai transformé le bureau en une salle de jeu. Repeint, réaménagé. Pas pour oublier, juste pour me réapproprier. La semaine dernière, mon avocat m'a transmis une lettre, 3 pages manuscrites de Carole. Je lui manquais. La famille avait changé. Elle voulait passer à autre chose. Il n'y avait aucune excuse, aucune mention de ce qu'ils avaient essayé de faire, juste des paragraphes sur son chagrin, sa déception, sa peine. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié et je l'ai jeté à la poubelle. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin que ce soit fini. Je n'ai pas parlé à Kayla depuis la date du procès. Ni quand elle a accouché. Ni quand Carole a posté une photo floue du bébé, emmailloté en rose, avec la légende « La lumière au bout de tout ». Ni quand Chase a disparu du tableau 3 semaines plus tard, a emballé son matériel et a déménagé à Los Angeles comme il l'avait toujours dit. Il avait 23 000 $ d'économie. Compte séparé. Rachel l'a appris par sa mère, qui était tout aussi prise au dépourvu. Kayla n'en avait aucune idée. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais prévu de rester. Ni avec elle. Ni avec le bébé. Maintenant, elle vit de nouveau à la maison. 5 personnes dans une seule maison, Kayla, le bébé, Carole, Franck, et les échos d'un plan qui n'a pas fonctionné. Franck a pris des quarts de travail supplémentaires. Carole a pris sa retraite anticipée pour aider à la garde de l'enfant. Rachel dit que le bébé pleure beaucoup, que Kayla est dépassée, que Carole est trop fatiguée pour prétendre que tout va bien. Parfois, je pense au bébé. Elle n'a rien demandé de tout cela. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas manipulé. Elle est juste née au milieu d'une tempête. Alors, j'ai fait une chose. J'ai créé un fonds fiduciaire. Petit mais solide. Juste assez pour lui donner un choix un jour. Elle ne le saura pas avant ses 18 ans. Kayla ne pourra pas y accéder. Il n'y a pas de mots, pas de carte, pas de conditions. Ce n'est pas pour eux. C'est pour elle. Pour la fille née dans un désordre que je n'ai pas créé mais que j'ai refusé de nettoyer. Je ne sais pas si elle comprendra. Peut-être qu'elle m'en voudra de ne pas avoir été là. Peut-être qu'elle ne connaîtra même jamais mon nom. Mais si un jour elle ouvre une lettre avec son acceptation à l'université, ou signe un bail qu'elle a choisi elle-même, ou regarde simplement autour d'elle et se rend compte qu'elle est libre, alors ce sera suffisant. Ce sera à moi.